Nous allons continuer maintenant avec une discussion des codages convolutifs et TCM. Nous avons regardé codages convolutifs, on passe à TCM maintenant. Donc, l'examen final de 2015, le problème 4, porte sur un problème TCM. Nous avons l'encodeur ici. On remarque une différence. Ici, il n'est pas autant une connexion ici. Ce n'est pas que le premier bit de mode de code est le bit qui entre. C'est plutôt que nous allons le considérer séparé. Et ça, c'est la différence entre le TCM et un code convolutif qui n'est pas combiné avec la modulation. Donc, ici, nous allons voir que le treillis d'encodeur qui est fourni dans le problème est différent parce qu'ici, nous avons 2 transitions pour chaque transition, comparé avec le problème précédent. Dans notre problème précédent, nous a été donné l'implémentation. On était obligé de remplir le treillis. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est plutôt que nous sommes donnés ce treillis. Mais en interprétant ce treillis, il faut remarquer cet effet d'avoir 2 transitions. Donc, l'interprétation ici, c'est qu'il y a un bit qui entre, qui est protégé par le code, et l'autre qui n'est pas protégé va être considéré comme une deuxième possibilité pour la transition. Donc, avant, était carrément une partie de code, et ici, c'est 2 possibilités. Donc, le U1, c'est le premier bit de code. C'est lui qui génère 2 possibilités pour les transitions. Donc, ici, par exemple, l'état sera 0,0 et c'est l'état qui va gérer ici pour générer ces 2 modes de code. Donc, 2 transitions pour chaque transition dans le treillis, 2 modes de code possibles. Nous sommes donnés que la modulation avec cette modulation TCM va être 8 QAM. Mais c'est une 8 QAM qui est linéaire. Donc, j'aurais dû mettre 8 PAM, donc modulation par amplitude, Pulse Amplitude Modulation. Et ici, il y a 8 niveaux. Je l'écris dans l'espace du signal. Donc, 8 valeurs, plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 5, plus ou moins 7. Et nous allons passer sur ce problème dans l'espace IQ. Donc, il y a une correspondance ici qui est fournie. Donc, j'ai fourni la correspondance pour le TCM. Et supposons qu'il y a une remarque pourquoi cette relation. Donc, il n'y a pas une question dans l'examen pour ça, mais peut-être le prochain examen, il y aura une question de ce genre-là. Donc, transition 0,0 et 1,0. Donc, le 0,0 est ici et le 1,0 est ici. Donc, ici, les 2 transitions sont avec coefficient 7 et coefficient moins 1. Donc, si je cherche c'est quoi la distance entre les 2, mais la distance entre les 2 est 8. Donc, la différence 7 moins 1, ça donne 8. Si je regarde une autre transition, prenons par exemple ici, la transition c'est 0, 1, 0. Je vais prendre une autre couleur. 0, 1, 0, c'est ici. 5 et l'autre sera 1, 0. 1, 1, 0. Ça sera moins 3. Donc, entre 5 et moins 3, la distance est encore 8. Donc, la stratégie ici, la correspondance entre les bits et les symboles dans cette constellation est choisie pour assurer que quand nous avons 2 modes de code qui sont sur le même rail, qui sont sur la même transition, à ce moment-là, la distance va être très grande. Ça va être une distance de 8. Donc, on peut confirmer que c'est toujours une distance de 8. Donc, une grande distance entre eux parce que si la seule différence entre eux est 1 bit, mais au moins cette différence en termes de distance euclidienne va être assez importante. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit à côté de chacun des transitions le symbole qui est associé avec. Donc, si je recule, à partir de l'implémentation en treillis, on peut créer cet encodant, mais il est donné. Donc, à partir de l'implémentation, je peux créer cette treillis d'encodage. Après ça, je suis donné la correspondance entre mode de code et symbole qui sera transmise.
Donc, c'est ce que je peux faire. Je peux réécrire ici. Au lieu de l'écrire dans la forme de code, je vais l'écrire plutôt en coordonnées IQ. C'est quelle coordonnée IQ qui sera transmise pour cette mode de code. Et donc, c'est ça qui en est écrit ici. Donc, c'était 7 et moins 1 pour la transition ici. C'était 5 et moins 3 et tous les autres. Donc, pour ces questions que nous allons voir, on n'a pas vu les questions encore, sera très utile d'exploiter cette forme de l'encodeur au lieu de la forme de l'encodeur avec les modes de code. Donc, la question est de chercher la distance, les métriques des branches, les métriques des chemins pour une séquence qui est reçue. Donc, par exemple, ici, j'ai tracé le treillis dans la forme qui développe avec le temps. Donc, on peut voir que toutes les transitions sont écrites avec la distance de Hamming, pardon, pas la distance, les coordonnées dans l'espace IQ pour chacune des transitions. Et ici, on arrive avec toutes les transitions qui sont indiquées. Donc, la question. Supposons que les signaux reçus sont des décisions souples dans un canal gaussien et qui sont 3, moins 3, moins 5 et 7. Donc, ici, c'est des chiffres ronds parce que pour un examen, c'est beaucoup plus facile. Mais j'aurais pu mettre 2.8, moins 3.1, moins 5.3, 7.6. Donc, ici, c'est chiffres ronds juste pour la facilité, mais j'ai dit que c'est des décisions souples. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement des chiffres ronds. Il faut trouver le chemin le plus probable dans le diagramme de treillis en utilisant les distances euclidiennes. Mais nous pouvons utiliser les chiffres ronds dans l'espace IQ, encore une fois parce que c'est plus facile. Mais aussi parce que de chercher le plus probable, c'est de comparer différentes distances et si nous sommes toujours dans l'espace IQ, ce qui est le plus petit dans l'espace IQ sera le plus petit aussi dans l'espace du signal parce que la différence est juste un facteur de normalisation. Donc, je retourne ici et j'ai répété. Ici, c'était 3, moins 3, moins 5, 7. Donc, j'écris 3, moins 3, moins 5, 7. Donc, ça correspond à différents intervalles de temps. Donc, nous savons par convention que nous commençons à l'état A. Donc, pour commencer, elle est très facile parce qu'il y a juste deux transitions possibles, A vers A ou A vers B. Et bien sûr, la transition A vers A, elle aurait pu être transmise une 7, une moins 1, en fonction de c'est quoi la bit qui est entrée. Et pour la transition A à B, elle aurait pu sortir le symbole 3 ou le symbole moins 5. Les deux sont possibles. Donc, première étape, c'est de comparer ce qui était le symbole reçu avec chacun des symboles qui auraient pu être envoyés et de calculer les distances entre eux, les distances euclidiennes, pas les distances de Hamming. C'est pour ça que je n'utilise pas les modes de code, parce que ce n'est pas la distance de Hamming, ce n'est pas le nombre de bits qui compte. Ce qui compte maintenant avec le TCM, c'est toujours la distance euclidienne. Et pour calculer les distances euclidiennes, j'ai besoin d'utiliser les coefficients dans l'espace IQ, l'espace de signal, mais ici l'espace IQ. Donc c'est pour ça que je compare le signal reçu avec les coordonnées dans l'espace IQ. Ça, c'est la coordonnée reçue dans l'espace IQ. Et je vais calculer les distances euclidiennes. Donc, pour le deuxième, entre 3 et moins 1, le bleu, c'est quand le bit qui n'est pas codé est un 1. Mais la distance entre 3 et 1 est aussi 4. Donc, je vais le mettre comme une paire ordonnée. Et ça, c'est pour le bit pas codé. 0. Ça, c'est pour le bit pas codé. Le bit qui n'est pas codé est un 1. Donc, ici, la distance pour le bit qui n'est pas codé, qui est une 0, la distance est 0. Et entre 3 et moins 5, la distance est 8. Donc, pour chaque transition, je vais calculer une distance, mais il y a toujours deux distances que je suis en train de calculer. Donc, je vais écrire ces deux distances dans une paire ordonnée. La paire ordonnée aura la distance en premier, la distance quand le bit qui n'est pas codé est un 0. Et le deuxième chiffre va être la distance entre le symbole reçu et le symbole
le mode de code, le symbole pour le mode de code, quand le bit qui n'est pas codé est égal à une logique 1, qui dans notre treillis va être écrit en bleu. Donc, la distance entre le reçu et le jaune, on écrit en premier, et entre le reçu et le bleu, on écrit comme la deuxième entrée de notre paire ordonnée. Et cette convention est indiquée dans l'examen. Donc, pour être certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde, nous avons écrit que c'est ça la façon pour la première transition. Donc, c'est à nous maintenant de continuer ce calcul pour toutes les transitions. Donc, nous sommes demandés dans la question de remplir le treillis avec les distances euclidiennes. Et nous avons commencé, nous a été donné la première partie, et maintenant il faut le remplir pour toutes les autres sections. Donc, nous allons faire ce calcul. Donc, on commence avec les transitions ici. Ça peut être 7 ou ça peut être moins 1. Donc, entre 7 et moins 3, la distance est très grande. Donc, ça sera une distance égale à 10. Et pour entre moins 3 et moins 1, la distance est plus petite, c'est plutôt 2. Donc, c'est toujours une paire ordonnée. La première, c'est avec la partie jaune. Donc, j'ai la transition maintenant de B à C. Et on va voir, ça peut être 3 ou moins 5. Donc, entre 3 et moins 3, nous avons 6. Et entre moins 3 et moins 5, nous avons 2. Donc, nous avons fait la transition de A. Maintenant, les transitions commençant par l'étape B. Donc, pour le B vers C, nous avons 5 et moins 3 comme les deux possibilités. Donc, la distance entre 5 et moins 3 est 8. Et la distance entre moins 3 et moins 3 est 0. Pour la transition de B vers D, les deux possibilités sont 1 et moins 7. 1 et moins 7. Donc, entre moins 3 et 1, c'est la distance est 4. Et entre moins 3 et moins 7, nous avons aussi la distance 4. Donc, nous avons fini maintenant la transition pour le deuxième temps et nous passons à le troisième intervalle de temps. Donc, continuons de même façon. Donc, pour la première transition, nous avons A à A, c'est 7 et moins 1. Entre 7 et moins 5, nous avons 12. Et entre, pas très clair, je vais l'écrire encore, 1, 2. Et entre moins 5 et moins 1, la distance est 4. Pour l'autre transition, c'est 3 et moins 5. Donc, pour 3, la distance est 8. Et pour moins 5, la distance est bien sûr 0. Pour les transitions de C vers A, donc C vers A, les possibilités sont 3 et moins 5. Donc, pour 3, la distance est égale à 8. Et pour moins 5, la distance est 0. Pour la transition de C vers B, donc C vers B, les possibilités sont 7 et moins 1. Donc, ça donne bien sûr la même chose qu'ici, 12 et 4. Et nous avons une autre transition de B vers D. On n'a pas rempli encore B vers D. Et de B vers D, les possibilités sont moins 7 et 1. Donc, pour entre moins 5 et 1, c'est 6. Et entre moins 5 et moins 7, c'est 2. Donc, 6 et 2 ici. 6 et 2. Pour la transition D vers C, les modes de code ici, on voit, sont 1 et moins 7. Et entre 1 et moins 7, on aura, avec 1 sera 6 et moins 7 sera 2. Donc, on a 6 et 2 ici. Et la transition D vers D, c'est 5 et moins 3, donc une distance de 10 et une distance de 2. Donc, on écrit ici 10 et 2. Donc, ça sont les transitions. Oups, j'ai manqué un, désolé. De B à C, il faut remplir cette transition de B
à C, les possibilités sont 5 et moins 3. Donc, pour 5, la distance est 10 et pour moins 3, la distance est 2. Donc, voici rempli cette section. OK, donc nous pouvons finir la dernière partie. Je vais vous laisser faire ce calcul vous-même pour pratiquer la distance à 7. Et maintenant, la prochaine étape. Donc, nous avons rempli une paire de distances. On veut choisir le plus probable. On cherche la solution le plus probable. Et dans ce cas-là, nous allons choisir la distance plus petite. Pourquoi la distance plus petite? Parce que c'est un bruit additif gaussien. Donc, supposons que nous avons le TCM ici, il y a 8 valeurs possibles. Au cause de bruit, et il y a des déplacements au cause de bruit. Donc, si la vraie valeur était ici, au cause de bruit, je vais recevoir quelque chose de différent. Mais c'est un bruit additif gaussien de moyenne nulle. Donc, normalement, le plus probable sera qu'il se reste assez proche. Il est possible toujours d'avoir une distance beaucoup plus grande, mais c'est moins probable. La densité est gaussienne et la majorité du temps, nous allons rester assez proches avec une faible probabilité. Il est possible d'aller plus loin, mais ce n'est pas probable. Donc, quand nous sommes confrontés avec deux possibilités, disons ici 0 et 8, qu'est-ce que nous allons garder entre les deux? Donc, la première étape, c'est juste de regarder chaque paire pour voir lequel est-ce que je vais garder. Donc, c'est comme je vais faire une décision sur le bit qui n'est pas codé. Le bit qui n'est pas codé, il n'y a pas de structure que je vais exploiter, pas du tout. Pour le bit qui n'est pas codé, je vais juste choisir ce qui est le plus proche parce que c'est le plus probable. Donc, il y a une possibilité qui est distance 0, l'autre qui est distance 8. Mais 8, c'est beaucoup plus grand que 0, donc je vais éliminer le 8. Donc, c'est comme de décider tout de suite que pour cette transition, le bit pas codé égale 0, parce que c'est dans la première position. Ici, les deux sont à la même distance. Ça veut dire que je ne peux pas choisir entre les deux. Ils sont à la même distance. Il n'y a pas un qui est plus probable que l'autre. Je lance une monnaie, je choisis au hasard, je vais éliminer celui-là. Donc, la protection n'était pas suffisante, c'était vraiment la transition A à A. Mais peut-être ce n'est pas cette transition, peut-être c'est l'autre. Mais en tout cas, pour le moment, le seul objectif, c'est de choisir entre les deux. Donc, je vais simplement procéder et chacun, il y a un qui est plus grand, je vais l'éliminer. Pardon. Donc, je l'élimine le 10, il y a 10 et 2, j'élimine le 10. Il y a 6 et 2, j'élimine le 6. Donc, entre 8 et 0, j'élimine le 8, 4 et 4 au hasard. Je ne peux pas choisir, donc n'importe quel. 2 et 4, c'est le 12 que je fasse. 8 et 0, c'est le 8 que je fasse. Encore une fois, c'est le 8 que je fasse. Entre 2 et 4, j'élimine le 12, le 10, le 6, le 6, entre 10 et 12, j'élimine le 10. Entre 8 et 0, j'élimine le 8. Entre 4 et 12, j'élimine le 12. Entre 4 et 12, j'élimine le 12. 0 et 8, c'est le 8 qui n'est pas probable. Entre 2 et 10, c'est le 10 qui n'est pas probable. 6 et 14, c'est le 14 qui n'est pas probable. 6 et 14, j'élimine le 14 et le 10. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre une décision pour le bit qui n'est pas codé. Dans chaque paire, j'ai décidé c'est lequel qui est le bit pas codé. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui est de choisir, de chercher le bit qui est codé. Le bit qui est codé, c'est quoi? Et ça va être déterminé par les transitions. Donc, deux parties. Première partie, décider les bits qui ne sont pas codés. Et deuxième partie, de déterminer le chemin. Donc, première partie n'a rien à faire avec chemin, parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, c'est juste la distance qui détermine
notre décision. Nous allons chercher le métrique de chemin. Pour le métrique de chemin, nous utilisons la distance euclidienne. Et la distance euclidienne était facile quand on était dans une seule intervalle de temps, était la distance entre les deux points. Mais quand on fait une cumulation sur plusieurs instants de temps, la distance euclidienne, par définition, est que la distance carrée est égale à la distance dans le domaine de temps 1 carré plus la distance dans le domaine deuxième intervalle de temps, etc. N carré. Donc, c'est ce que nous allons besoin à faire. Ici, nous avons la métrique, chacun des distances. Donc, ici, c'est toujours la métrique de branche, DI, et la métrique de branche à temps I. Donc, pour faire, par exemple, de chercher la distance pour le chemin qui va A et A, mais la distance, disons la distance carrée, donc je vais mettre un petit carré ici, pardon, je vois mal, la distance carrée là, la distance carrée sera la distance pour le premier intervalle, c'est 4, donc 4 carré, plus 2 carré, donc ça sera 16 plus 4 égale à 20. Donc, la distance carrée pour la transition A est égale à 20. Maintenant, pour l'autre transition, la distance, encore une fois, carrée, sera 4 carré plus 2 carré, on peut pareil, 16 plus 4 égale à 20. Parfait. Ici, nous avons 0 et 0, donc ça, c'est clairement 0. Ici, nous avons 0 et 4 carré, donc ici, la distance carrée sera 16. Je vais écrire maintenant un résumé à côté de ce qui est le résultat pour le temps 2. Donc, à temps égal à 2, c'est quoi nos registres, notre mémoire pour l'algorithme de Viterbi, elle contient quoi? Mais premièrement, il y aura la transition A à A. Ça sera le chemin 1. Et la distance pour celui-là, ça va être 20. Après ça sera A vers B, A vers B, et les distances est encore une fois égale à 20. Et on aura le chemin A, B, C et A, B, D. Et le chemin va être, la distance sera 0 et 16, la distance carrée. Donc ici, c'est la distance carrée à cette époque-là. Donc le D ici représente les distances pour le chemin, le métrique de chemin. Le prochain va être égal à la distance pour la précédente, carré, plus la distance carrée pour, disons, la transition I. Donc, quand je vais ajouter, je vais en profiter d'avoir ça comme la distance précédente et je vais mettre la distance pour la prochaine branche et ensemble, ça va me donner ça. Donc, ça va sauver un peu de calcul en sachant le calcul précédent. OK, on passe à la prochaine intervalle de temps. Maintenant, nous sommes rendus à t égale à 3. Et à t égale à 3, nous avons 8 transitions. Donc, nous avons pour chacun des chemins où nous arrivons, nous avons deux possibilités, qui étaient le chemin qui arrivait d'en haut ou le chemin qui arrivait d'en bas. Donc, on commence à l'état A. Ici, pour le précédent, je vais juste l'écrire. Ici était 20. Ici était 20. Ici était 0. Et ici était 16. Je vais écrire ici 16. Donc, je vais calculer le chemin en haut. Il aurait été 20 plus 4 carrés, c'est 16. Le chemin en bas, il arrive de 0, il ajoute 0. Donc, c'est une 0. Ici, le chemin en haut, il y a un 20 plus une 0. Donc, ça, c'est 20. Et le chemin en bas était 0 et on ajoute une 4, ça fait 16. Ici, on commence à 20. On ajoute 4. Donc, ça, c'est 24. 20 plus 4.
En bas, on avait 16, on ajoute 2 carrés, c'est 4, donc on arrive ici avec 20. Pour le chemin en bas, en haut, on avait 20 avant, on a 2, 20 plus 2 carrés, ça donne 24. Pour le chemin en bas, on avait 16, on ajoute 2 carrés, 4, ça donne 20. Donc, j'ai deux possibilités pour chacun des états pour le temps 3. Je vais choisir le plus petit comme d'habitude. Donc, je vais rejeter celui-là. C'est pas intéressant. C'est plus grand. Entre 16 et 20, 20 est trop grand. Entre 24 et 20, 24 trop grand, 24 trop grand. Donc, c'est toujours le chemin en bas qui a gagné dans le sens ici. Donc, nous allons effacer cette transition-là. C'est comme il n'existe pas. Donc, le chemin qui arrive à A aurait été celui-là. Donc, je vais écrire pour la première entrée, le chemin qui arrive à l'état A pour temps égal à 3 sera la transition A à B, de B à C et de C à A, et que la distance est 0. Donc, encore une fois, j'ai éliminé le chemin en haut parce que la distance est trop grande. Donc, ça veut dire que c'est 7 chemins qui comptent. Et quand je remarque c'est quoi qui arrive de là, donc c'est la transition A vers B, B vers C et C vers A. Donc ça, c'est ce que je garde en mémoire au moment de temps 3. Je passe à l'état B. Dans l'état B, encore une fois, c'est le chemin en bas qui est gagnant. Donc, j'efface le chemin en haut. Donc, je remarque qu'en bas, la manière d'arriver en bas, c'est d'avoir passé de A à B, B à C et C à B. Donc, j'écris ça. A à B, B à C et C vers B. Et la distance dans ce cas-là est égale à 16. Donc, je l'écris ici. Je passe à l'état C. Encore une fois, le chemin en haut est éliminé, c'est le chemin en bas qui est gagnant. Et je remarque que pour arriver d'en bas, j'aurais dû passer par A vers B, B vers D et de D vers C. Donc, j'écris ça pour l'état C. Comment est-ce qu'on arrivera à l'état C? C'est A à B, B à D et D vers C. Et la distance dans ce cas-là était 20. Donc, c'est la métrique de chemin pour ce chemin. Et quand nous arrivons ici, encore une fois, on élimine le chemin en haut qui était de distance 24. Ce qui reste, c'est le chemin en bas. Donc, pour celui-là, nous avons A à B, B à D, et on reste à D, et la distance est égale à 20. Nous sommes prêts maintenant à passer à la prochaine intervalle de temps. Donc, pour commencer, ici, pour le dernier intervalle de temps, je vais mettre les résultats intermédiaires étaient 0 jusqu'à cette distance-là. Ici était 16, ici était 20. Et ici, encore une fois, était 20. Donc, j'ai des calculs à faire pour le chemin en haut, le chemin en bas. Ici, on remarque pour le chemin en haut, c'était 0 précédent, c'était 0 maintenant. Donc, ça, c'est une 0. En bas était 20, on ajoute 4. Donc, ça fait 36. Ici, pour le chemin en haut, nous avons 4 plus 0, ça fait 16. Pour le chemin en bas, nous avons 0 et 20, ça donne 20. Pour l'état C, le chemin en haut, nous avons un 2 ici, venant de 16. Donc, 16 plus 2 carrés, ça fait 20. Le chemin en bas, c'est 6. 20 plus 36, ça fait 56. C'est vraiment pas probable. Ici, le chemin en haut est 6 et 16 précédentes. Donc, c'est 36 plus 16, ça fait 52. Et en bas était 20 et en 2, ça fait 24. Donc, nous avons calculé les métriques de chemin euclidiens. Pour les chemins en bas et en haut, on va choisir le plus petit. On élimine ici, on élimine le 20, le 56, le 52. Donc, ici, c'est le chemin en haut qui est gagnant. Nous éliminons le chemin en bas. Ici, c'est le chemin en haut qui gagne. On élimine le chemin en bas. On élimine le chemin en bas. On garde le chemin en haut. Et ici, on élimine le chemin en haut. Donc,
on peut procéder de cette façon pour finalement avoir le chemin final. Donc, j'ai tracé ici le chemin gagnant, finalement était évident qu'il était le chemin qui venait en haut parce qu'on avait une distance ici égale à 0. Donc, était en haut et pour arriver en haut, on avait précédemment, donc on peut le remarquer ici, il aurait été ici, qui on continue. Donc, était ce chemin ici et le chemin ici et le chemin ici. Donc, c'est un peu difficile à voir, peut-être comme ça va être un peu plus visible. Donc, c'est ça le chemin que nous allons garder. Ici était 0 dans la première position. Ici était 0 dans la deuxième position. Ici était 0 dans la deuxième position. Et ici, je l'ai effacé, était 0 dans la première position. Donc, nous pouvons maintenant décider c'était quoi le chemin le plus probable. Les autres étaient beaucoup plus grands. Le plus petit était le chemin qui terminait à l'état A venant de en haut. C'était ça nos conclusions. Donc, on peut voir que chaque contribution, bien sûr, est 0 parce que le total est 0. Donc, nous pouvons lire, par exemple, que le deuxième bit, donc le premier bit, pas codé. Comment est-ce qu'on lit, c'est quoi le premier bit? C'est la position de 0 dans le paire ordonné. Donc, le premier bit de données, on lit dans la position. Le deuxième bit, on lit par solide ou pointillé. Donc ici, c'est pointillé. Pointillé, c'est une 1 logique. Ici, c'est solide. Ça, c'est une 0. Donc, on a deux façons de lire finalement c'est quoi les données. Parce que la question, c'est quoi les données transmises qui est le plus probable. Ici, c'est le chemin le plus probable. Mais à partir de ce chemin, on doit être capable de lire les données. Et voici la manière que nous allons déchiffrer c'est quoi les bits qui étaient transmises dans chacun des intervalles de temps. Donc, le premier bit, M1, c'est position dans le paire ordonné. Donc ici, c'est dans la première position, donc c'est une 0. Ici, c'est dans la deuxième position, donc nous avons le M1 égale à 1. Ici, c'est dans la deuxième position, ça veut dire c'est une logique 1. Et ici, c'est dans la première position, le 0, donc c'est 0 qui a été transmise. Ici, le M2, c'est solide versus pointillé. Donc ici, c'est pointillé, donc nous avons une 1. Ici, c'est solide, donc nous avons une 0. Ici, c'est solide, c'est une 0. Et finalement, solide, c'est une 0. Donc, nous pouvons lire les données qui étaient transmises par la version TCM.